Je vous propose qu'on commence. Les retardataires ont tort, comme d'habitude. Alors, bienvenue dans cette séance du Conseil de développement qui est un peu élargie ce soir. J'en profite pour saluer les nouveaux membres du Conseil de développement. Il y en a quelques-uns ce soir, donc je ne peux pas tous les citer, mais comme on est en période de renouvellement. Alors, pour simple mémoire, il faut rappeler que le Conseil de développement avait fait un certain nombre de propositions pour la méthodologie du débat public sur la Loire. On essaie toujours de rappeler ce qu'on a fait, c'est humain. Ces propositions ont visiblement eu un peu d'intérêt puisque ce débat officiel sur la Loire aujourd'hui se déroule et en même temps, Philippe Audic, donc, qui est assis sagement devant là, ce soir, qui normalement devrait être à ma place, qui est le président du Conseil de développement, est aussi le co-animateur de la commission du débat public qui a été mis en place par Nantes Métropole. Donc lui, dans son cas, il est gagnant, je dirais, à tous les coups. Pendant ce grand débat sur la Loire, comme on l'avait fait pour Ma Ville Demain, le Conseil de développement joue un peu le rôle du festival off. C'est-à-dire qu'il y a un débat officiel qui se déroule avec ses propres règles. Mais l'idée du Conseil de développement, c'est aussi de transgresser un certain nombre de règles et donc de continuer à questionner le débat, à l'enrichir avec des événements, avec des contributions. Et au total, je dirais, le in et le off font que la qualité du débat public nantais est plutôt pas mauvaise jusqu'à maintenant. Et puis je salue en même temps Olivier Château, donc, qui est l'élu qui est chargé, qui est là la délégation, je dirais, Loire, à la ville de Nantes. Donc je soigne quand même ma carrière, je salue les élus, il faut que je fasse attention. Alors ce soir, on a un groupe de jeunes aménageurs je dis jeunes, je suis sympathique, de jeunes aménageurs du Cobati. Alors c'est ce groupe-là qui va faire le spectacle ce soir. Alors c'est Gérard Bourgoin qui est plutôt investi depuis longtemps au Conseil de développement. Le plus jeune d'entre eux. Voilà. Je n'ose pas dire pilier, ça pourrait être mal interprété, mais effectivement, tu travailles depuis longtemps au Conseil, et c'est lui qui a constitué cette petite bande-là et qui va vous les présenter tout de suite. Alors, ce qui est présenté ce soir, c'est pas un projet abouti, c'est pas non plus un délire, c'est quelque chose de sérieux, mais c'est plutôt une idée, une création, une vision, quelque chose qui cherche à redonner un peu une dimension de l'imagination un peu dans ce débat. Alors, ce groupe a travaillé sans consigne particulière, sauf celle de lui dire que la Loire n'était pas quelque chose de sacralisé, qu'on pouvait la bousculer, on pouvait en faire des tas de choses, qu'il n'y avait pas de contraintes particulières là-dessus. Donc, le but, c'est de participer à la construction, à une espèce d'imaginaire nantais, entre guillemets, qui soit un peu porteur de visions un peu nouvelles et qui se limite pas à des questions alors qui sont importantes mais pas forcément très sexy, du style l'élargissement du pont Anne de Bretagne ou des choses comme ça. Là, on essaie de faire quelque chose peut-être d'un peu plus visionnaire et d'être dans une dimension un peu différente. Donc voilà, je vais laisser la parole à Gérard Bourgoin. Je signale, et aussi pour faire plaisir à mon amie Catherine Briet, qu'il y a pour les tweetos compulsifs un hashtag Loire Cobati, donc vous êtes invité à tweeter cette séance autant que vous voudrez. Voilà. Bonsoir à tous. Le hashtag, au passage, pour des gens comme moi, c'est quelque chose qui permet aux gens qui sont dans la salle de tweeter tout et n'importe quoi sans même écouter ce qui se dit. Mais bon, ça, c'est pas très personnel. Alors, mais c'est vrai que je ne suis pas un grand pratiquant. Alors, je voudrais commencer par dire, bien sûr, merci à Philippe Audic, Gabriel Vitré et au Conseil de développement, en fait, d'avoir permis, soutenu et accompagné cette initiative, sans quoi ça n'aurait pas pu se faire. Moi, je vais ce soir simplement vous présenter ce qu'est le Cobati. Pour, bien sûr, à part pour ceux qui participent déjà à l'association, c'est donc une association internationale qui est née en 1957, qui est présente dans 5 pays, en France, en Italie, en Suisse, en Bulgarie et au Liban. Elle regroupe 124 associations, donc ce sont des villes, et 4500 membres. Pour ce qui concerne l'association Nantes Atlantique, on a 80 membres. Elle est née il y a 34 ans, en 81, donc je vais quand même en profiter pour saluer le président fondateur, Marc Drouet, qui est présent dans la salle, et le président actuel qui est à la tribune, qui s'appelle Stéphane Gilbert. Voilà. Notre association regroupe des professionnels dont l'activité est concernée par l'acte de construire, l'urbanisme et l'environnement.
Nos professions, on a recensé à peu près 180 métiers différents qui vont de l'architecte à l'avocat, de l'ingénieur au notaire, de l'entrepreneur au banquier, etc., du promoteur au géomètre, avec des compétences dans les domaines divers, dans les domaines humains, social, culturel, économique, technique. Nous ne sommes pas ni un syndicat professionnel, ni une association de lobbyistes. On a vraiment, notre diversité est unique dans le domaine associatif et notre objectif, en fait, c'est de favoriser les échanges d'infos et d'apporter un regard le plus large possible sur l'acte de bâtir, basé sur la multiplicité de nos métiers. Notre but, c'est la recherche, bien sûr, de la qualité professionnelle, mais dans un cadre d'amitié, de respect et de solidarité, avec des valeurs qui sont l'éthique, l'indépendance et surtout pas d'a priori sur le regard qu'on a les choses. En un mot, résumé, Cobati, c'est un état d'esprit. Devant vous, vous avez Nolwenn Dulieu, qui est architecte urbaniste et qui est gérante de l'atelier Dulieu. Tu lèves la main, comme ça on saura. Voilà, c'est bien. Stéphane Gilbert, directeur associé et économiste, qui travaille donc au cabinet AIA, architecte, ingénieur associé. Thierry Hay, directeur du développement chez Vinci Construction. Timothée Paulin, ingénieur Gestobat et NPPI, qui est un économiste de la construction. Et Evelyne Rocheteau, architecte urbaniste du cabinet Rocheteau-Saillard. Jean-Christophe Siebert, qui n'a pas voulu monter, a participé bien sûr à notre commission, est avocat associé chez Pallier-Bardoul. Il est dans la salle quelque part, il est dans le fond là-bas. Voilà, il lève la main, donc personne ne peut le voir sauf à tourner la tête et ça va vous donner le torticolis. Donc ce soir, on vous propose un autre regard sur la Loire qui s'appuie sur notre diversité et chacun avec sa propre sensibilité va vous faire cette présentation qui est en fait un travail en commun. Voilà, et Stéphane, c'est à toi. Merci de cette petite présentation qui reflète bien effectivement notre état d'esprit. Quand Gérard nous a proposé de monter une petite commission interne dans le Cobati, ça a été un petit challenge pour nous parce qu'on s'était dit mais qu'est-ce qu'on peut raconter par rapport à tout ce qui s'était déjà dit sur la Loire, sur tout ce qu'on voyait déjà dans la presse, tout le buzz en fin de compte qui s'était fait autour de cet élément-là. Et finalement, dès qu'on a commencé à constituer notre petite commission, qu'on a co-animée avec Gérard, finalement, on a plutôt freiné la commission, donc les membres qui sont là, parce qu'en fin de compte, ça pouvait partir très très vite sur un peu tout et n'importe quoi. La première réunion qu'on a fait, c'était d'abord de choisir le thème, puisqu'il y avait plusieurs thèmes dans le débat sur la Loire. Et nous, on s'est plutôt focalisé, assez rapidement d'ailleurs, dans nos sensibilités de chacun, sur tout ce qui était mobilité et franchissement. C'était un thème qui nous a plu très rapidement et qui nous a plu notamment par la présence de la Loire. Et comme le montre un peu ce slide-là, on a appelé ça l'environnante pour considérer la Loire comme étant un trait d'union finalement entre Nantes, mais aussi toutes les communes environnantes. Et on a travaillé tout l'axe des thèmes, vous verrez, on vous propose 4 thèmes dans notre exposé, qui sont tous liés sur cette carte-là. C'est pour ça que je m'y arrête un tout petit peu, parce qu'effectivement, la Loire traverse une grande partie du territoire et est à la liaison de plein de communes. Donc on a voulu bien vous sensibiliser sur le fait que même si notre exposé va être un peu plus centré sur la partie île de Nantes, on a tout le temps eu à l'esprit le fait de ce trait d'union de la Loire qui est très longue, très longue, et qui couvre pas mal de communes. C'est pour ça qu'on l'a appelée environnante. Donc vous verrez plusieurs fois cette petite carte. On l'a recentrée plutôt sur l'île de Nantes. On a essayé de mettre des petits pictogrammes d'un peu nos idées, pour pouvoir les placer et pour pouvoir en même temps les commenter à droite à gauche, faire des zooms dessus, de façon à ce que ça soit un peu plus intéressant. On a quand même zoomé sur cette partie île de Nantes parce que c'est la partie qui est quand même plus intéressante et qui a un peu 2 dimensions dans la traversée de la Loire. Une dimension un peu plus large et un peu moins large, avec un positionnement un petit peu différent par rapport au cœur historique de Nantes.
Vous m'excuserez si quelquefois je ne suis pas tout à fait dans le bon timing de l'histoire de Nantes, parce que je ne suis pas nantais. Le premier constat qu'on a fait, alors là ça a été catégorique, d'entrée de jeu, hein, tout le monde, la Loire a été complètement oubliée. Complètement. C'était une Loire active, c'était une Loire qui servait, c'était une Loire qu'on s'appropriait, c'était une Loire qui avait plein d'usages. J'ai sélectionné quelques photos pour illustrer un peu ces propos d'usage. Elle peut être aussi bien ludique, et on voit que en arrière-plan, on voit des bateaux, on voit des hangars, on voit aussi très bien les chantiers, qui avaient une histoire très importante. C'est une Loire de transport, c'est une Loire de loisirs, c'est une Loire de métier dans son existence. Et aujourd'hui, quand vous regardez la Loire, quand vous vous baladez sur les quais, quel que soit l'endroit où vous êtes, la Loire, elle ne sert plus à grand-chose. Elle n'est plus support d'un usage, elle n'est plus support de... Il y a une ligne de Navibus, on appelle Navibus, je crois. Il y a une ligne qui elle est effective. Et le reste, bon, de temps en temps, le BLM qui vient, etc. Voilà. Donc c'était plutôt le premier constat qu'on avait dessus. Et on se dit, la Loire a beaucoup de potentialités qu'on a oubliées, qu'il faut réactiver, qu'il faut désacraliser, a dit Gabriel, pour en faire un support de divers usages, et notamment aussi d'en faire un terme qu'on trouvait intéressant, qui était un terme de couture urbaine. C'est-à-dire que rapprocher les rives, faire en sorte que la Loire devienne un acteur dans ce paysage-là. Pour ça, on a essayé de structurer un peu la commission, et c'est pour ça que vous aurez plusieurs orateurs et oratrices, de façon à ce que ça soit, chacun développe un peu ses thèmes, et on a essayé de les cadrer en quatre thèmes. Le premier thème, les fluviales, qui sera complètement expliqué par Thierry. Rapprocher les rives, qui sera développé par Evelyne. Les liaisons vertes, qui sera développé par Nolwenn. Et enfin, l'attractivité de la Loire, qui sera développée par Timothée. On a essayé, par ces quatre termes, de structurer un petit peu nos idées. Moi, j'avais donné un peu comme consigne, il faut être agitateur d'idées sur le débat. Donc, sans être dans des délires complets, mais essayer de donner une envie, de mettre un peu de poésie aussi dans nos propos, même si on sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être un peu terre à terre, hein, puisqu'il faut transporter des gens, il faut traverser, il faut rapprocher, etc. Voilà pour la petite introduction. Donc je vais passer la parole à Thierry pour la première partie, les fluviales. Bien, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Les fluviales, bon, d'abord c'est un constat. Bon, voilà, on retrouve aussi encore une petite image un petit peu de l'histoire qui est assez, je pense, démonstrative de ce qu'était la Loire. C'est-à-dire une circulation, c'était un lieu de circulation, on va dire est-ouest, hein, le long de la Loire, on voit les bateaux. Et puis c'était aussi un véritable barrière, un franchissement à faire pour les liaisons nord-sud. Alors moi non plus, je suis pas nantais, mais je suis d'adoption depuis une vingtaine d'années, mais je suis vendéen de naissance. Donc j'ai bien, quand j'étais plus jeune, j'ai bien senti la difficulté qu'on avait à venir sur Nantes. Hein. C'était quand même pas simple, passer les Sorinières et voilà, et toutes les lignes de pont. J'ai commencé à travailler en fait au début des années 90. Donc c'était la réalisation du pont de Cheviré, du doublement du pont de Bellevue. En fait, on va dire la création du périphérique. Forcément, ça a tout de suite révolutionné quand même les transports. Et puis, du coup, la Loire était moins problématique. Bon, sauf qu'on sait aujourd'hui les limites aussi de ces franchissements, les limites du périphérique. Et puis, la circulation sur la Loire, Stéphane l'a évoqué, elle n'existe quasiment pas, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est parti de ce constat-là. On a dit, voilà, on va développer le thème des fluviales. Alors évidemment, au-delà du jeu de mots, c'est-à-dire que l'usage du transport fluvial de la Loire, mais c'est pas seulement ça. Parce que dans l'idée de couture et de rapprochement, on
on est un peu, pour refaire un petit peu notre démarche, on a commencé par prendre une carte de Nantes, on aurait pu la remettre d'ailleurs, et on a regardé les transports en commun et les voies. Et en fait, voilà, il y a plein de choses qui s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de bus qui viennent buter sur la Loire, il y a des lignes de transport routier qui viennent aussi forcément se buter et être obligés de passer par les ponts. On se retrouve aussi avec des pistes cyclables qui ne peuvent pas traverser la Loire, ou difficilement, ou à quelques endroits. Donc on s'est posé la question, on s'est dit finalement pourquoi ne pas réutiliser un usage qui a existé. La Loire, bon, il y avait des roquios, il y avait des choses qui naviguaient sur la Loire. C'était de dire voilà, on va reconnecter, en fait, on va utiliser la Loire pour reconnecter tous les flux de transport, sans distinction. Donc le routier, les piétons, les tramways, les vélos, les voitures. Et on est persuadé que la Loire peut devenir en fait un formidable vecteur de continuité de l'ensemble de ces réseaux. Donc on est arrivé à une idée un petit peu de connecting la Loire, donc c'est-à-dire d'une Loire qui à la fois va pouvoir faire de la connexion est-ouest, et puis de refaire cette couture entre les berges nord-sud du centre-ville. C'est d'autant plus intéressant que, au-delà des franchissements, parce qu'on parle beaucoup des franchissements, mais en fait, les franchissements, on parle beaucoup d'un pont, d'un tunnel, où il y a plein d'autres de possibilités. Mais en fait, là, on est sur une problématique de transport, on va dire, routier, quoi. Et ce que je disais tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas, vous êtes sur la butte de Sainte-Anne, vous voulez aller sur l'île de Nantes à pied, c'est pas simple, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé de refaire tout un grand détour ou reprendre d'autres transports. Alors qu'aujourd'hui, il y aurait une possibilité toute simple, voilà, d'utiliser un réseau, un maillage fluvial qu'on pourrait mettre en place avec des navettes, qu'on appelle aquabus. Donc il en existe, il y a déjà eu des expériences, mais elles sont quand même très limitées, elles sont vraiment sur une notion de franchissement, et il n'y a pas cette notion de... On peut passer à la slide suivante. On n'est peut-être pas dans le bon ordre en faisant comme ça. C'est pas grave, on laisse comme ça, on va développer après. Donc je vous montrerai après quand on viendra sur le focus de cette carte-là. Donc on pense que ce réseau d'Aquabus va pouvoir couturer et puis donc améliorer la connexion de toutes ces voies de circulation. Et puis l'autre point, c'est de retrouver en fait la pénétrante, ce qu'on a appelé une pénétrante est-ouest, puisque aujourd'hui les pénétrantes routières, elles se sont arrêtées au niveau des périphériques. Et du coup, on a eu une opportunité quand même énorme à Nantes, c'est de réutiliser une pénétrante naturelle qui ne mange pas de foncier, qui n'a pas d'incidence aujourd'hui sur le bâti actuel. Et donc, c'est utiliser la Loire. Donc, une pénétrante qui peut aller loin, on peut rejoindre, et donc c'est ce qu'on voyait sur la carte, le focus plus large, c'est-à-dire d'aller chercher on va dire les agglomérations de l'Est et puis d'aller sur l'Ouest. Donc, je pourrais dire en un mot, c'est vive la pénétrante fluviale au cœur de l'île de Nantes. Hein, on a bloqué les pénétrantes routières, passons au fluvial. Alors, je vais rajouter une petite anecdote personnelle. Il y a une quinzaine de jours, j'étais à Londres. En fait, j'étais assez surpris de voir qu'ils ont largement développé en fait ce réseau de navettes fluviales. Et je l'ai vraiment vécu, puisque du centre-ville, je suis allé vers Greenwich Village. Donc voir le méridien, etc. Donc on est passé par les transports en commun, plus classiques, métro et bus. Bon, j'ai bien mis 1h20, 1h30 pour aller du centre-ville à Greenwich Village. Au retour, on était un peu pressé. Et là, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait au pied, au fait, et qui était liaisonné finalement avec des liaisons de métro. En fait, il y avait des arrêts de navettes fluviales, donc deux types de navettes. Il y avait des navettes, on va dire, d'ordre touristique, donc qui étaient sur un maillage plus serré, plus lent. Et il y avait des navettes rapides. Et je peux vous assurer, quand on rentrait dedans, ils vous annoncent avant l'arrêt, ils disent vous voulez ceux qui veulent sortir, venez à l'arrière. Et en 1 minute, on s'arrête et ça repart. Et au bout du compte, on a mis 30 minutes pour revenir au centre de Nantes, au centre de Londres. Donc voilà, donc c'est tout à fait des solutions concrètes. Donc ce maillage, donc c'est la carte que vous voyez. Donc l'idée
d'arrêts beaucoup plus larges en fait lorsqu'on va être à l'extérieur de l'agglomération pour avoir, on va dire, une rapidité quand même d'accès au centre-ville. Et puis, une fois qu'on va se rapprocher du centre-ville, du coup, on va venir donc avoir un maillage beaucoup plus serré. Et puis, on va le faire. Alors là, c'est une proposition. On a regardé à peu près, ça correspond à quelque chose près fait au réseau dont je vous parlais tout à l'heure. On va créer des hubs qui vont être en fait des lieux de concentration de certain nombre de réseaux, plutôt des réseaux, on va dire, à mode doux, essentiellement donc de vélos, de transports en commun. Et on imagine que ce sera développé aussi, que ce soit des lieux aujourd'hui aussi d'activité, où on puisse avoir des points arrêts type colis Internet, ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, on commande par Internet. C'est pas toujours évident de se faire livrer chez soi. On n'est pas présent. Donc ici, c'est un moyen tout simple. On passe tous les matins au même hub. Hop, on a une liaison et on a des petits casiers avec des consignes. Et on peut récupérer je ne sais quoi, ce qu'on a commandé sur Internet. Alors, là, on était sur l'aspect couture, mais on peut aussi trouver un intérêt par rapport en fait, au franchissement nord-sud et puis trouver des solutions, on va dire, alternatives au franchissement ou complémentaires, plutôt au franchissement type pont au tunnel. C'est d'utiliser en fait des principes de siloport, donc ce qu'on appelle le blue ring. C'était un procédé qui a été développé par un certain nombre de personnes, mais qui est l'intérêt, c'est de pouvoir en fait, si tu passes sur la petite image, c'est le principe de silos qui sont en fait immergés donc en Loire. Donc ce qui est l'intérêt de pouvoir venir en voiture et venir se garer. Donc on va être dans une logique de parking relais au plus proche on va dire des connexions après avec le réseau d'Aquabus. Et ça permet également, et ça, Timothée le développera, donc là on a une fonctionnalité vraiment, on va dire, de transport, mais ça peut être un élément d'attractivité en développant en fait des activités nautiques. Voilà, et je vais passer la parole à Evelyne sur l'aspect rapprocher les rives. Bonjour. Donc rapprocher les rives. Alors c'est vrai qu'au départ c'était un peu une grande ambition. Et donc les idées ont un petit peu fusé, je dirais un petit peu dans tous les sens. Et je vais vous faire part un petit peu de ce qu'on a pu développer en groupe. Donc rapprocher les rives, quand on regarde la carte, on s'aperçoit que la distance entre les rives varie en fait d'une extrémité à l'autre de la Loire, enfin sur Nantes. Mais tout de même, elle vient se resserrer quand on arrive proche du centre historique. Elles se resserrent, ces rives. Néanmoins, la Loire constitue toujours une frontière, un espace qui est difficilement franchissable, à moins aujourd'hui d'utiliser les ponts, qui sont souvent des parcours pour piétons un petit peu, je dirais, pas forcément toujours agréables, puisqu'on côtoie les voitures. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire pourquoi ne pas utiliser la Loire comme support de bâti qui pourrait nous permettre en fait, de passer d'une rive à l'autre, en fait, de réduire un peu cette impression de distance, sans pouvoir prétendre réduire la distance, mais tout à fait, tout du moins l'impression d'un point de vue visuel et constructif aussi. Donc, voilà, on va passer à la diapo suivante. Donc, l'idée serait de poser des éléments bâtis de façon indépendante sur la Loire. Peut-être qu'on va passer à la diapo suivante, voilà. Qui seraient constitués un petit peu comme des éléments bâtis indépendants, qui pourraient être posés de façon aléatoire, qui seraient disposés en fait entre les rives de façon un petit peu comme on pourrait imaginer des pattes géants ou des pattes japonais, qu'on pourrait passer d'une rive à l'autre en prenant appui sur ces grands espaces comme des îles flottantes qui viendraient réaliser en fait une couture bâtie, un peu fictive, puisqu'on aurait toujours la Loire entre les deux, mais qui donnerait en fait un effet visuel de bâti, une continuité visuelle qui permettrait en fait d'assumer un peu une transition quelque part entre les rives et de moins isoler les quartiers. Le but en fait de ces éléments bâtis, de ces petites urbanités, serait en fait de créer surtout des liens entre les quartiers, parce qu'aujourd'hui donc, Nantes, les quartiers sont un peu clairement identifiés. On a le quartier centre-ville, on a le quartier île de Nantes. Donc chacun a son nom, a bien son identité.
Mais pour relier tous ces quartiers, on a beau le faire par des liens qui sont souvent culturels, etc. Mais c'est vrai que le lien physique est toujours quelque chose d'important, et de créer le lieu approprié permet justement de favoriser tous ces liens et ces échanges. Dans ce sens, les éléments flottants qu'on vous propose, en fait, seraient constitués une sorte de barge qui serait simplement réalisée avec des éléments flottants, et qui pourrait en fait venir avec des éléments modulaires, pourraient venir s'accoler, en fait, se regrouper. On pourra en mettre plusieurs les uns à côté des autres ou les dissocier. Et l'intérêt de ces éléments bâtis pourrait aussi pouvoir naviguer être déplacés sur la Loire. C'est-à-dire qu'on pourrait les positionner à certains endroits pour créer, comme on le voit sur la diapo ici, des événements plus festifs, c'est-à-dire les mettre à quai en quelque sorte. On pourrait les mettre donc en fonction des saisons, plus ou moins en amont ou en aval de la Loire. On pourrait aussi répondre aux demandes de quartier selon des besoins, surtout dans le centre-ville où le tissu est plus dense. On pourrait donc, ça pourrait servir, je dirais, de plateforme événementielle supplémentaire qui pourrait répondre à des demandes d'usage, tout simplement. La Loire devient véritable à ce moment-là un effet on utilise la Loire comme support du bâti, quelque chose de concret sur lequel on a un rapport à l'eau qui va être concret en fait. Ces éléments de barge pourraient aussi constituer les embarcadères, donc ce que vous a développé tout à l'heure Thierry. Les embarcadères pourraient être constitués avec ces barges, et le fait qu'ils soient flottants nous permettrait en fait de pallier à la différence de hauteur de la Loire en fonction des marées. Donc des éléments simples, et bien sûr pour aller d'un point à l'autre en allant sur ces éléments bâtis, on utiliserait donc les navettes fluviales qu'on essaie de vous proposer de mettre en place pour rejoindre, justement, ce seraient des points d'arrêt, des haltes au milieu de la Loire pour pouvoir les rejoindre. Donc ces éléments pourraient, comme je vous disais, se déplacer, se regrouper, s'individualiser, se recoudre en fonction de la demande. Une autre idée qu'on voulait développer sur ces éléments bâtis, avant d'aller plus loin dans la diapo, c'est aussi de les réaliser avec des matériaux recyclés. Donc ça, on a vu quelques images en Indonésie, malheureusement on n'a pas pu en reprendre, mais où beaucoup d'éléments comme ça flottants se font avec du matériau recyclé. Et dans la démarche environnementale, ce serait un projet de pouvoir justement recycler des matériaux et de faire de ces barges un peu un témoin de qualité environnementale sur la Loire. Ensuite, on peut passer donc à la diapositive suivante, où là, vous voyez un peu, je dirais, l'utilité qu'on peut en faire. Donc, c'est en faire vraiment des véritables usages. Donc, aujourd'hui, notamment à Nantes, on a quand même beaucoup développé tout ce qui est culturel, dans le sens spectacle de rue, ce qui est vraiment très intéressant. Et là, on se dit, pourquoi pas le développer justement sur la Loire. C'est-à-dire que la Loire devient un support, un grand terrain de jeu quelque part que l'on peut réinvestir au même titre qu'on investit la ville pour en faire un espace culturel. On pourrait utiliser la Loire. Là, sur la diapositive, vous voyez un peu des images comme un concert par exemple qui pourrait être dispensé. Mais l'intérêt, c'est que quand on est sur quand on met le spectacle au milieu de l'eau dans une ville, on a donc une visibilité beaucoup plus importante du spectacle, plutôt que de le retrouver dans un quartier où souvent c'est plus étroit, ce qui en fait aussi son intérêt parfois. Mais là, ça serait un intérêt différent. Ensuite, on va le passer de l'autre côté. Voilà, une autre diapositive qui vous montre que le fait de le mettre justement en partie centrale de la Loire permet de recréer en fait une attractivité des deux côtés des rives, hein, et donc de pouvoir justement engager un dialogue social entre les deux quartiers de chaque côté, puisque c'est visible justement de toutes parts. Ça ne renferme pas l'activité dans un seul quartier. C'est une activité partagée. Alors après, on va peut-être aller plus loin dans le rêve, je vais dire, mais on peut aussi, on peut passer à la diapositive suivante, si tu veux bien. Voilà. On peut aller dans le rêve et puis pourquoi pas carrément développer des spectacles sur l'eau. Enfin, voilà. Après, c'est pour vous montrer à l'extrême ce qu'on peut développer comme ça serait vraiment un espace où on peut, à la demande, à l'usage, en fonction des volontés, des désirs. Et aussi, pourquoi pas, le cinéma de plein air l'été, sur lequel ces éléments pourraient justement, en fonction du temps, de la saison, avoir des usages multiples et pouvoir être très vite transformables et adaptables en fonction de l'usage. Donc, cinéma de plein air, qui peut se déplacer donc, ou bien jeux d'enfants, voilà, jeux d'enfants l'été, baignade, etc. Donc ça, c'est un peu plus classique. Et puis,
aussi, on peut aussi réfléchir sur comment, dans des tissus de centre-ville qui sont assez denses, pouvoir créer des espaces partagés pour les habitants des quartiers. Aujourd'hui, on développe beaucoup dans des zones plus, je dirais, périurbaines. Par exemple, dans des ZAC, on va développer des jardins partagés, des espaces de convivialité, enfin des choses comme ça. C'est vrai que quand on arrive dans le centre-ville, je pense centre-ville, notamment l'île de Nantes et puis le quartier ancien, on manque un peu d'espace pour développer des espaces un peu, je dirais, extra. Donc, pourquoi pas rendre ces éléments flottants, ce bâti, cette micro-urbanité, la rendre en fait à l'usage d'un potager ou d'un espace partagé de jardin, ou enfin qui pourrait être un espace partagé par des entités de quartier, qui permettrait aussi de rapprocher d'un point de vue social donc les gens des quartiers. Une autre suggestion, donc on a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de logistique et de fret, il y a un grand développement sur le petit transport de petits colis par les colis Internet, qu'on trouve en fait de façon un peu... parfois dans des lieux un peu anecdotiques et étonnants. Donc là, ce serait l'idée de venir de ces barges flottantes, certaines pourraient être motorisées. Alors là, c'est une image que l'on a trouvée d'un Nantais, en fait, c'est un travail d'un Nantais qui a fait ça, je crois que c'est... Ecovore. Ecovore, voilà, c'est ça. Et on trouvait l'image très séduisante, donc on les remercie d'avoir réfléchi là-dessus. Comme étant, en fait, des petites navettes, mais qui ont l'avantage, en fait, des supports de logistique qui peuvent donc se déplacer et peut-être venir à quai justement des embarcadères ou vraiment de rester très souple vis-à-vis de tout ça. Voilà, Éric Boucher est dans la salle, là. On voit sa maison, donc il va se reconnaître. Et ces éléments-là peuvent se plugger au niveau l'idée, c'est qu'ils arriveraient à se plugger au hub qu'on avait donc préalablement vu avec Thierry, qui sont à chaque fois positionnés à des endroits stratégiques de liaison avec les bus, qui puissent justement, où les gens puissent faire bus, navibus, récupérer leurs colis, voire justement, en fait, de rattacher la Loire à un système d'usage, en fait. Vraiment, c'est un support d'usage, de fonctionnalité, en fait. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, après en avoir fait, vous avoir un petit peu démontré notre réflexion sur l'usage concret de la Loire comme vraiment support de bâti, en fait, cette Loire, de s'en servir réellement. On revient ici sur des liaisons plus douces de franchissement. Et c'est vrai que cette photo, on l'a un petit peu choisie tous ensemble parce qu'elle était pour nous un petit peu un clin d'œil, je dirais, à l'extrémité de l'île de Nantes. Et en se disant, quand on parle de rapprocher des rives, c'est pas de rapprocher une rive à l'autre, mais c'est de rapprocher un quartier à l'autre et aussi de rapprocher les quartiers les uns aux autres. La ville va s'étendre, se développer vers le sud ou vers le nord, mais en tout cas, de pouvoir justement créer des liaisons et non pas que des ponts, des ouvrages très sophistiqués, mais peut-être d'avoir justement des liaisons qui soient plus petites, des liens en fait, des parcours qui vont être des parcours plus pour des parcours doux en fait, vélo, piétons, et qui pourraient justement être entrelacés de côtés plus ludiques et de pouvoir avoir des parcours donc plus agréables, plus verts. Donc là, si on voit de près une autre image de ce genre de liaison douce, ça va dans le même sens que justement le fait d'avoir les espaces partagés, de retrouver en fait à chaque fois dans ces structures, de pouvoir retrouver des espaces qui soient des espaces de convivialité, de partage, avec pourquoi pas des espaces bâtis, mais aussi des endroits où on peut laisser les vélos, etc. Ensuite, quand on va aller plus loin, on va pouvoir découvrir les ponts habités. Et pour cela, je vais vous laisser la parole à Nolwenn qui va vous expliquer quand on va encore plus loin sur le franchissement. Voilà. Bonsoir. Donc après rapprocher les rives et les fluviales, le troisième thème important et qui nous semblait par rapport à ce projet-là, c'était la question des liaisons vertes. La ville de Nantes et l'agglomération ont su, à travers leurs histoires, préserver un de leurs atouts majeurs, qui est celui d'avoir des liaisons vertes en cœur d'agglomération, qui sont la plupart du temps en liaison avec les rivières, les fleuves. On pense à la Chésine, à l'Erdre, à la Sèvre et bien sûr à la Loire. Sur la Loire, on a deux rives très très différentes. On a la rive sud,
qui est aménagé récemment avec un côté qui a conservé tout côté naturel, très intéressant. Alors évidemment, il y a les côtes Saint-Sébastien, il y a la relation avec la Sèvre, et on pense que ces aménagements, même s'ils sont... ils sont faits récemment, ils préservent tout ce côté qualitatif et naturel et sauvage, et qui vont certainement se poursuivre dans le travail sur la ZAC des îles. De l'autre côté, la rive nord de la Loire est très différente. On a une urbanisation beaucoup plus ancienne, beaucoup plus minérale. Et dans les aménagements récents, notamment on voit depuis la prairie de Mauves en passant par Malakoff, il y a un réinvestissement et une réintroduction du végétal de manière forte et intéressante, et qui s'est prolongée sous couvert de mise en place de liaisons douces et liaisons vélo, sur tout le cœur ancien jusqu'au mémorial de l'esclavage. On espère que ça va se poursuivre dans le travail du Bas-Chantenay, mais bon, ça, ce sera à venir, avec du coup 2 rives qui sont en train et qui vont continuer à avoir des structurations végétales. Aujourd'hui, sur l'urbanisation de l'île de Nantes, SMETS a réinterrogé le projet et a réemployé également ce langage du végétal pour pour structurer, donner à lire, rendre compréhensible cette grande île qui a été, ces différentes îles regroupées dans une seule grande île qui devenait assez compliquée et assez difficilement identifiable. Et donc il a mis en place des grands maillages qui viennent sur les grands boulevards de manière traditionnelle, mais qui néanmoins permettent vraiment de relier les points entre eux et de rendre lisibles les grandes structurations. Donc notre proposition, ce serait de continuer ce travail de liaison verte en installant une ligne verte complémentaire, ou en anglais une green line, qui serait un peu différente, qui viendrait dans la tentacule verte, qui viendrait en complément, mais qui ne serait pas le long des fleuves ou le long des rivières, qui ne serait pas non plus uniquement dans l'île, mais qui serait complètement transversale, qui partirait de la ville du 18e pour aller à la ville de demain, et qui est dans un lieu qui est très intéressant, puisqu'on est dans une séquence qui raconte beaucoup de choses sur notre ville. Donc cette Green Line, on la propose et qui pourrait être également employée dans les parcours touristiques. Elle démarrerait sur la place Gralin, réaménagé, qui devient un vrai élément touristique également, mais pour les Nantais bien sûr, qui permettrait de passer par le cours Cambronne, qui est un élément quand même important de la ville du 18e, et qui est à mon sens pas suffisamment mis en valeur, qui pourrait se prolonger à travers la rue Maurice Siby, qui est aujourd'hui un petit peu triste et qui dévale, et surtout qui permettrait de réinterroger la place du commandant de l'Herminier, qui à mon sens n'a jamais tellement fonctionné, et qui pourrait être réinvesti de manière végétalisée. Ensuite, on aboutirait bien sûr au quai de la Fosse, donc quai majeur qui a fait rêver énormément de monde, j'y reviens pas. Et on pourrait passer un franchissement, j'y reviendrai après. La deuxième grande séquence, c'est la ville d'aujourd'hui, avec un arrivée de cette Green Line sur la prairie au Duc, avec toute l'histoire des chantiers. On arrive ensuite sur le secteur qui est dans la mouvance aujourd'hui, avec les fabriques, les quartiers de la création, pour aller jusqu'au futur parc du Finistère, et bien sûr le CHU qui s'installera, les nouveaux quartiers. Un nouveau franchissement serait à créer ou à aménager, pour ensuite arriver de l'autre côté dans la ville de demain, qui est celui de la ZAC des îles, du côté de Rezé. Donc cette Green Line pour nous est importante, puisqu'elle permettrait bien sûr de travailler sur les continuités vertes, donc faune et flore, mais également d'être retravaillé, comme disait Evelyne tout à l'heure, sur les questions des modes doux et des déplacements de piétons vélos. Donc le travail sur cette Green Line semble relativement évident dans le positionnement. En revanche, elle pose des vraies questions sur comment on travaille les franchissements, puisque les franchissements... Oui, merci. Puisque les franchissements doivent continuer à inciter le parcours, et vu l'ampleur de la Loire sur ces deux espaces-là, on est vraiment rebooté. Le pont Anne de Bretagne est assez terrifiant quand on est piéton, à passer du fait de l'ampleur, l'étroitesse des trottoirs, le vent, le bruit, etc. Et du coup, notre proposition, c'est de réfléchir autrement ces franchissements, pour qu'ils puissent être autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui à Nantes. Alors ça peut être des franchissements, ça peut être des doublements de structures, ça peut être des agrandissements, des réaménagements. En tout cas, ils doivent être support de sociabilité,
avec des lieux comme ici, on voit des lieux en creux, des lieux en plein, qui accueillent par exemple ici des amphithéâtres. On peut penser au Quai de la Seine à Paris, où on a des danseurs de tango ou de bourrées qui viennent de faire des présentations, et de celui qui passe vient observer. Donc c'est des vrais lieux où il peut se passer plein de choses, tout comme sur les barges qu'on a pu voir tout à l'heure. Ces lieux peuvent également être support de construction qui peuvent prendre différents usages. Ça peut être sous bulle, sous cloche ou sans cloche, comme ici avec la proposition d'avoir des équipements publics qui s'y installent, des lieux où on travaille, des lieux où on échange, qui peuvent être également en lien avec, comme on a ici des petites tentacules non pas vertes mais construites, qui viennent en lien avec les barges qui sont prévues, en lien avec des îlots, mais également en lien avec tout le fret qui peut être mis en place sur l'eau. Il peut y avoir d'autres usages, ça peut être des ponts habités. On n'a plus tellement en France à part Landerneau. Ça peut être des ponts habités qui offrent un nouveau point de vue et des points de vue inédits sur la Loire, en prenant différentes formes. Alors ici, on peut avoir des choses très légères suspendues, on peut avoir des arcs-en-ciel qui se développent, ou la vache en moins, des choses beaucoup plus étonnantes qui viennent avec différentes typologies de logements. Et du coup, ça peut être des typologies de logements pas forcément classiques, mais pourquoi pas mixant tout ce qui est à la mode aujourd'hui et qui semble primordial pour demain. C'est des lieux de mixité sociale pour les anciens, pour les jeunes, les étudiants, ceux qui bossent, ceux qui ont besoin de personnes pour garder les petits, etc. Donc avoir des lieux étonnants, habités, multigénérationnels. Là, le problème, c'est de retrouver sa maison quand on rentre tard le soir. Si, il faut repérer la couleur. Donc c'est des lieux qui peuvent être habités, qui peuvent être travaillés, dans lesquels on peut venir pour des équipements, mais qui, à notre sens aussi, doivent penser en termes de lien végétal, qui doivent pouvoir prolonger presque de manière naturelle les trames vertes, qui peuvent être arborées, qui peuvent être plantées de plein de manières différentes. Voilà. Et qui, en tout cas, doit être lisible dans le territoire. On voit ici, c'est un pont qui est magnifique, qui est réellement lisible dans la ville, qui est marquant en termes d'identité et qui donne vraiment envie à la découverte. Et du coup, on peut descendre comme ça de Cambronne, traverser la Loire et continuer la promenade. Donc cette Green Line, elle est là pour les continuités de la faune, de la flore, support d'identité également, mais en tout cas pour redonner également à ces espaces une échelle liée à l'homme. Travailler du coup avec les couverts, avec les ouvertures, pour que l'homme se sente vraiment à l'aise sur ces grands espaces-là. Et c'est un des éléments également qui permettra de travailler sur les questions j'ai pu trouver mon mot. Les questions... qui vont être travaillées sur les questions de signal, qui vont être développées. Oui, bonsoir. Timothée. Bonsoir. Le signal également l'attractivité de la Loire par l'implantation d'éléments bâtis à la fois forts et structurants. C'est le thème qu'on va développer ensemble. Alors, il ne s'agit pas de parler de l'attractivité économique uniquement. Là où une ville comme Nantes se développe de 9000 habitants par an, c'est un vrai sujet. Mais le sujet qui nous intéressait ici de développer ensemble, c'était l'attractivité touristique. Et pour développer ce sujet-là, on peut regarder un petit peu en arrière ce qui s'est passé à Nantes, un petit peu en arrière encore, à Nantes. Et on peut voir que ces 25 dernières années, un formidable travail a été fait dans la notion d'attractivité, dans la notion structurante. C'est un tout petit peu tôt pour le slide, mais on va y revenir tout de suite. Je pensais au château des Ducs de Bretagne, la rénovation du château. Je pensais également aux machines de Lille. C'est deux exemples intéressants parce que c'est deux exemples qui sont similaires en termes de fréquentation payante. On est proche du demi-million, on est à 450 000 visiteurs. Et je pense que c'est un indicateur fort pour les projets futurs et pour les perspectives d'avenir. Il y a un autre élément que je souhaite souligner avant d'aller un peu plus loin, c'est la présence du voyage à Nantes. Le voyage à Nantes qui est capable sur des événements de fédérer, d'aller rayonner, d'aller chercher et créer de l'attractivité touristique également par l'exploitation de supports qui sont capables d'imaginer, qui sont capables d'inventer ou pourquoi pas qu'on soit capable de leur proposer ces supports-là. Alors du coup, si on peut passer
au premier sujet. Donc on va vous faire 4 propositions. Et la première proposition, c'est relancer les croisières. Relancer les croisières parce qu'on s'est inspiré dans l'observation de notre territoire qu'il y avait un vrai savoir-faire à Nantes on a un port autonome, on a des pilotes de Loire, on a des quais qui sont, on a pu le faire le constat ensemble tout à l'heure, inexploités ou pas assez exploités si on l'entend comme ça. Et fort de toute cette capacité et cette compétence, notre idée c'est de valoriser, non pas ne faisons pas de table rase du passé, n'oublions pas ce qui s'est passé chez nous, au contraire valorisons-le. Il y a encore aujourd'hui pas mal d'entre nous qui savent, peut-être qui se souviennent de ces paquebots, de ces bateaux de croisière présents sur nos quais. Et ben nous aujourd'hui l'ambition c'est peut-être si on peut passer à la slide suivante, pourquoi pas avoir l'ambition bordelaise. On parle souvent de Bordeaux comme une concurrente de Nantes. Et voilà, Bordeaux, c'est une photo sur le vif. Bordeaux accueille ses bateaux, ses croisiéristes en son sein, au pied de ses bâtiments. Ou alors, un autre exemple, le Havre, par exemple, qui est une escale, se présente comme une escale. Des chiffres intéressants, on a eu en 2013, je n'ai pas les chiffres de 2014, 121 escales au Havre, ce qui représente 246 000 passagers. Donc si on était en départ de croisière ou si on était sur une étape de croisière, on peut imaginer toutes les activités connexes, on peut imaginer tout, je dirais, l'attraction pour les commerces et le développement possible des commerces. 246 000 passagers et 90 000 personnes qui font tourner la machine, hein, sur l'année bien sûr. Donc voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de tirer profit de toutes ces expériences qui fonctionnent, qui marchent et qui nourrissent leur propre territoire, en parlant du quai Wilson. Le quai Wilson qui aujourd'hui accueille quelques croisières, quelques bateaux de croisière. On les compte sur les doigts de 2 mains, je crois, aujourd'hui. On pense... Il n'y en a plus du tout. Plus du tout. D'accord. Donc c'est une vraie vision, une vraie perspective et une vraie volonté d'aller plus loin. Alors, c'est l'occasion de rappeler qu'on n'est pas des spécialistes et qu'aujourd'hui on a une vision de la ville, réaliste ou pas. C'est pas, je dirais aujourd'hui on essaie de la faire la plus concrète et la plus crédible possible. Mais on croit aujourd'hui que quand bien même les bateaux n'existent plus à Nantes, pourquoi pas les faire revenir, hein, des départs d'escale à Nantes, ce serait pas si mauvais finalement. Voilà. Et puis sachons, quand on positionne quai Wilson, on le voit bien que sur la carte ici là, que finalement on est connecté au métacentre, à l'île de Nantes, qui s'ouvre, on l'a vu par la Green Line de Nolwenn là tout à l'heure, directement vers le centre historique. Et donc finalement le château, qui est un des points aussi d'attractivité majeure de la ville, pourrait être très rapidement accessible, quoi. Donc on pense que cette solution est une solution importante. Et au-delà de l'exploitation de ce qui existe aujourd'hui, on a imaginé également, pourquoi pas créer un élément fort d'attractivité qui soit un espèce de signal qu'on mette en bout de l'île, qu'on soit un signal marquant, une vibration architecturale forte qui se voit depuis l'estuaire, depuis l'océan, pourquoi pas. En tout cas, quand vous êtes à la tête de ce signal-là, vous voyez l'océan, vous voyez la ville, vous avez un véritable belvédère. Donc c'est un ouvrage architecturé, c'est un ouvrage qui doit pouvoir être une espèce d'œuvre d'art en tant que telle. Vous voyez là, ici, on la voit dans le paysage de Miami. Elle est insérée à Miami. Donc c'est pas de la flagornerie, hein, c'est pas pour voir plus haut que l'on est. Ce qui était intéressant ici sur cette image, c'est de voir que le paysage et le front de mer étaient bâtis avec des gabarits élevés. Et malgré tout, cette tour-là, adaptée à la ville, elle se dégage fortement. Donc on y voit là-bas des activités
déjà des matériaux innovants, l'utilisation de matériaux innovants, pour utiliser tout le réseau local, les pôles de compétitivité, qui nous ont souvent, qui sont force de proposition sur le territoire. Et on peut imaginer des activités telles que du logement, telles que pourquoi pas des écoles, pourquoi pas des restaurants, un restaurant panoramique à la tête, ça fait toujours rêver et ça peut être une proposition intéressante pour la ville de Nantes. Alors, l'implantation en bout de l'île est certainement discutable. Ce qui est intéressant, c'est ce signal fort qu'on émet vers l'extérieur. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui aussi que les villes européennes se valorisent les unes et les autres et se distinguent plutôt les unes des autres par des éléments architecturaux différents, qui les différencient. Voilà. On a imaginé ce signal-là parmi d'autres. Et je voudrais en citer un troisième, c'est la troisième proposition, c'est le pont transborder que vous connaissez. Vous avez eu la présentation il y a 15 jours. Ce qui nous a intéressé dans ce pont transborder, je ne sais pas si certains ne connaissent pas le fonctionnement, on est sur un grand portique qui, appuyé sur 4 pylônes, assoit un tablier à 60 mètres de haut, un tablier qui peut accueillir plus de 1000 personnes et auquel est suspendue une nacelle. Une nacelle, c'est important de se le dire, une nacelle qui va régulièrement aller d'une rive à l'autre. Et dans l'occupation de la Loire, dans le rapport à l'eau, dans la vie de cet ouvrage-là, on a l'impression de sentir cet ouvrage-là qui va devenir un ouvrage vivant. Souvent, les ouvrages d'art sont des ouvrages qui sont posés comme ça et qui sont souvent très élégants, hein, de plus en plus. Ça fait partie des contraintes que l'on se fixe. Mais le rendre vivant, ça lui donne une composante complémentaire. Ce qui nous a intéressé ici aussi, c'est de voir les 4 combinatoires qu'on pouvait les retrouver sur la thématique de l'attractivité. J'y suis pas encore. Les 4 combinatoires, c'est le moyen de franchissement, le pont habité, puisqu'on est à 60 mètres de haut et on peut occuper l'espace, sa forte attractivité. Et du coup, en tant que tel, cet ouvrage-là devient a une vraie valeur iconique, une valeur qui peut rayonner sur la ville et à l'international surtout. Donc comment on embarque là-dessus ? On embarque au moyen de deux gares par pylône. Voitures, busways, tramways sont possibles à embarquer. Évidemment, il faudrait inventer l'utilisation. Celui de Bilbao, le pont de Biscaye fonctionne très bien et on peut l'observer également. Les passagers peuvent prendre la nacelle également et j'imagine que c'est un vrai voyage, même s'il ne dure qu'1 minute. La composante intéressante de cet ouvrage-là, qui est intéressante de souligner pour nous, c'est la rue aérienne. À 60 mètres de haut, on a une rue aérienne qui libère un véritable panorama sur la métropole, d'un côté, et de part et d'autre, et également l'océan. D'ici, on voit à 60 mètres de haut, c'est un peu comme la tour tout à l'heure, un peu comme le signal qu'on imaginait en tête d'île, on a vue sur l'océan. Quand vous êtes en train de manger des huîtres, vous voyez, si c'est possible, vous voyez l'océan. Et ce qui est intéressant dans cette rue aérienne, c'est qu'on a 230 mètres de long, on est sur 14 mètres de large, je vous laisse imaginer la surface, et ça veut dire que dans la composition de l'ouvrage, son originalité vient aussi du fait de l'occupation de cette surface à 60 mètres de haut. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait un lieu de restauration, un lieu de festif, pourquoi pas, un lieu de rencontre pour les entreprises, un musée, pourquoi pas, quelque chose qui irait bien avec l'esprit vernien, très identitaire pour Nantes. Je crois que la question est à poser et c'est dans ce sens-là que l'ouvrage nous a intéressés. Parce que, encore un petit peu de temps, parce que je dirais que cette surface libérée à l'étage génère également une manne financière, puisque vous allez générer de la fréquentation, on imagine générer de l'attractivité avec un ouvrage comme celui-ci, et la fréquentation générera forcément des dépenses. Et bon, les calculs qui ont été transmis
donne une rentabilité à partir d'une fréquentation de donc un niveau 0, arrivé à dépasser à partir de 400-450 000 visiteurs par an. Donc c'est aussi l'originalité dans cette période un petit peu difficile de se dire que l'ouvrage peut apporter plusieurs composantes positives, y compris sur la notion de financement, donc sur vos impôts. On est tous touchés par ça, je pense, plus ou moins. Alors, le dernier sujet, et pas des moindres, et je trouvais intéressant de terminer par donc je vous parlais de 4 propositions, par ce côté très maritime, parce qu'on a parlé des croisiéristes, donc des personnes qui utilisent ces grands bateaux de croisière et qui vont profiter des traversées, prendre le grand air sur ces gros paquebots. Mais également, il existe donc des plaisanciers, des gens qui vont naviguer à la voile avec des bateaux plus modestes, on va dire, et qui peuvent être accueillis par cet ouvrage, le Siloport, qui est présenté par une société nantaise, je crois, le Blue Ring. Et ce Siloport, il réserve bien des surprises, parce que on voit que la partie, je dirais, émergée. Et quand vous savez qu'en dessous, on peut accueillir des voitures, également des bateaux sans mât, il me semble qu'ils sont sans mât, mais pour pouvoir s'en servir un petit peu comme des car parks, boat parks, c'est à vous de choisir le terme. On renforce cette capacité d'attraction, cette capacité d'accueil. La composante accueillante de Nantes était importante pour nous, c'est-à-dire que aujourd'hui les quais peuvent paraître un peu tristes, ils sont chargés d'histoire, donc on peut être dans l'imaginaire, mais concrètement, c'est pas toujours très drôle. Les anneaux éclairent évidemment un petit peu positivement la chose, mais on a imaginé que occuper l'espace, accueillir les bateaux qui sont... ce matin, j'étais en vélo au bureau, et qu'est-ce que je vois ? Je vois un type avec sa canne à pêche devant le palais de justice. Et je trouve ça génial, parce que ça occupe la Loire. Et non, j'étais pas paumé, ni lui. Il avait l'air bien heureux ici. Et voilà, donc une petite anecdote sympa. Le positionnement de tous ces ouvrages-là. Pour être sur le Blue Ring, on l'imagine assez facilement tourné vers l'océan, et donc on imagine 30 mots. Pourquoi ? Ça reste une proposition, c'est pas à nous de décider. Pourquoi ? Parce que quand on veut aller à 30 mots, on sait bien qu'il y a des problématiques de parking. Obtenir d'une pierre deux coups une occupation de l'espace, renforcer. Alors, tout à l'heure sur la photo, vous voyez que le Blue Ring mangeait un petit peu sur la partie sur la Loire. Mais en réalité, on peut le construire également sur les terres, en mangeant un petit peu sur les terres. Donc de cette manière-là, on ne viendrait pas amincir la Loire au niveau de 30 mots, par exemple. C'est assez large, mais si on veut garder les capacités de retournement et tout ça, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des spécialistes, je me méfie. Autre emplacement, c'était Saint-Sébastien, en face de l'autre pointe de l'île. On imaginait aussi pouvoir, au-delà des ponts, créer une activité nautique intéressante. Et pourquoi pas du côté de Marcel Sopin, l'ancien stade, pourquoi pas venir libérer vers l'Erdre une possibilité de stockage également, et puis en proposant des parkings en complément. Voilà. Je te laisse conclure, cher ami. Alors effectivement, après tout exposé, une petite conclusion. Vous avez vu en fin de compte à chaque fois qu'on a essayé de vous exposer nos 4 thèmes, ils étaient tous complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a essayé à chaque fois que nos idées puissent se croiser. Quand le système de hub avec le pont habité, les connexions qu'on a placées sous forme de couture à chaque fois à des endroits où on pouvait retrouver d'autres fonctionnalités. On a essayé à chaque fois de les lier et que tous les thèmes soient à la finale quelque chose de cohérent. Après, le nom peut être discutable, la fonctionnalité peut être discutable, le signal peut être discutable. Il y a beaucoup de choses le nombre
de stations d'aquabus peut être discutable aussi, et leur emplacement, etc. Mais tous les thèmes sont liés à chaque fois, pour justement retrouver ce trait d'union, en pensant que la Loire pouvait faire ce trait d'union. Un autre élément important qu'on voulait porter à votre connaissance était le fait que toutes les constructions qu'on vous a proposées, elles sont toutes sur la Loire, toutes maritimes. Donc elles ne mangent pas de foncier, elles n'impactent pas le trafic actuel de la Loire, juste à l'endroit où on va faire la connexion pure au pied du pont, ou si on en fait un, etc. Mais vous pouvez très bien construire un pont sans que ça embête fondamentalement les riverains. Après, pour les spécialistes, tout ce qui est connexion de ronds-points, et à ce moment-là, il y a forcément un peu de gêne à cet emplacement-là. Mais on n'a pas pris sur un territoire, on n'a pas aménagé une place pour y passer quelque chose, etc. Et on a essayé dans notre exposé de relier la notion de quartier, la notion de trait d'union, de couture urbaine qui avait été exposée dès le départ. Tout ça, ça apporte pour nous des liaisons diverses et beaucoup plus fluides, où on peut très bien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, venir des environs de Nantes pour aller au Palais des Congrès, en allant dans un silo-port avec une pénétrante fluviale, et puis avoir des aquabus qui vous emmènent directement à cet endroit, au mieux de faire ce qu'on fait d'habitude. Cherchons un parking pour se garer, il y en a de moins en moins, etc. etc. Tout ça pour aussi offrir une attractivité aussi un petit peu différente à la ville et ses environs. Et on voulait conclure en pensant qu'on pouvait, avec tous ces thèmes, redonner les lettres de noblesse à la Loire, de façon à ce qu'elle devienne un véritable acteur économique et qu'elle redevienne la Loire active qu'elle était avant. Juste un tout petit mot, je vais remercier tout le monde de ma commission, parce que tout le monde a super œuvré et super bien restitué. Et un petit clin d'œil à Guillaume, qui m'a pas mal aidé. Merci. Bien, puisque Philippe Audic représente ici la partie la partie officielle du débat, je propose qu'il pose éventuellement la première question. Et il y a aussi Gérard Allard qui représente aussi la commission du débat, mais je ne l'avais pas vu arriver. Donc d'abord Philippe, et puis après vous avez le droit de vous jeter sur le projet, de les déchiqueter, de faire tout ce que vous voulez. On s'en va. Un instrument. Bien, bonsoir, moi je vais juste dire que je suis content d'être venu. La commission n'a pas pour fonction de prendre parti sur des propositions. Elle est là pour les entendre et évidemment les prendre en compte dans le cadre du rapport qu'elle va être amenée à faire à la communauté urbaine ou à la métropole, puisque c'est ce qu'il faut dire maintenant. Donc, moi, j'aurais une question qui est évidemment liée au fonctionnement de la Loire, parce que toutes les belles images que vous nous avez présentées, qui font envie, sont sur des eaux calmes. Or, le fleuve a ici une caractéristique, c'est d'être un peu agité. Donc, est-ce que c'est une problématique que vous avez intégrée dans vos réflexions ? Alors, moi, j'aurais bien répondu, mais comme je suis galant, je vais laisser la parole à Evelyne. Alors, comme je suis une fille, je vais prendre la parole. Non, voilà. En fait, je crois que ce qu'on voulait surtout, c'était impulser des idées, en fait, donner de quoi, je dirais, à s'interroger. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas étudié précisément toutes les idées qu'on vous a soumises. Enfin, on n'a pas étudié la croche des ponts, on n'a pas étudié la croche des barges, on n'a pas. Mais en fait, on les a quand même suggérés dans le sens où si on dit des éléments bâtis flottants, c'est pas des éléments qui sont ancrés. On va calculer des superstructures pour s'ancrer, pour tout ça. Donc, ce qu'on vous a montré, c'est des images qui sont sur des eaux calmes, parce que les photos gérées sont prises au bon moment, bien figées et tout. Mais les barges, par exemple, qu'on vous montre, c'est sur la Seine. Alors, je sais bien que c'est plus calme que la Loire, mais quand même, c'est pas non plus sur un lac. Hein, voilà. Et il y a d'autres preuves, enfin, il y a d'autres endroits
dans le monde où on peut avoir des éléments comme ça aussi. Donc c'est pas, mais c'est plus, je crois que toute notre recherche, enfin, nous tous d'accord pour le dire, c'est plus dans l'idée de donner à nous des idées en fait. C'est comme les ponts bâtis, c'est vrai que les ponts bâtis, ça peut être une autre suggestion de pouvoir comment construire un pont, comment le financer, apporter du foncier sur un pont. Vous voyez, c'est toute une autre démarche qu'on peut aussi développer. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a insufflé les idées en fait. Voilà. Ouais, pour compléter un petit peu, là, il est évident que dans le cadre du débat, on n'a pas le temps d'ailleurs de faire autre chose. On s'est positionné, en fait, on ne s'est pas positionné sur la faisabilité en tant que telle, plutôt sur de l'utopie, enfin je dirais de l'utopie réalisable, quoi, hein. On essaye de vous donner à rêver. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, mon voisin tout à l'heure concernant la passerelle du pont transborder, on n'a pas d'action chez les ostréiculteurs, hein, n'ayez pas peur, on peut quand même continuer à regarder en amont et en arrière de la Loire sans ouvrir des huîtres. Dans nos propositions, il n'y a rien de fantasmagorique ou d'inutile, etc. Les embarcadères, avec un marnage, on sait les faire. Un pont, on sait le faire, même avec un fleuve qui est un peu tumultueux. Naviguer sur des fleuves, il y en a, quand vous êtes à Londres, il faut juste que le moteur soit bien adapté en fonction des courants, etc. Il y a d'autres villes qui ont développé ça, comme Hambourg, qui ont des navettes complètes, qui ont construit sur leur partie industrielle des équipements publics comme des grandes salles de concert, etc., qui drainent des mondes vachement importants par le fait d'avoir créé des quais, des hubs. Ils ont des lignes directes de métro qui arrivent sur des tentacules où ils prennent les gens, où ils peuvent prendre leur ticket, ils peuvent boire un coup, ils peuvent acheter le journal. En même temps, ils prennent leur navette, ça les emmène dans un quartier d'affaires, ça les emmène pour aller d'aller dans un spectacle. Et ils ont laissé leur voiture en amont, peut-être à 20 km de la ville. Ils ont fait tout le reste en transport en commun. À notre avis, on a eu beaucoup de débats aussi sur le fait des croisières, où on les plaçait, parce qu'il y a des problèmes de courant très importants, etc. Certes, mais on n'a pas le temps de regarder tout ça. Par contre, on a essayé de se dire, il ne faut pas qu'on leur propose quelque chose qui soit de l'ordre de l'utopie complète. Je ne pense pas, sauf si vous avez perçu ça, qu'il y a quelque chose là-dedans qui soit irréalisable. Je pense pas. En complément, je pense qu'on a juste aujourd'hui très très peur de l'eau, très très peur de construire sur l'eau, contrairement à plein de cultures qui sont autour de nous, bien sûr la Hollande. Et autrement, j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, ça peut entraîner également par rapport à l'habité, mais même par rapport aux constructions, toute une marge de la population qui est en développement aujourd'hui, qui est autour de l'habitat participatif. Avec d'autres types de construction, de réalisation pour de l'habitat ou pour des équipements qui relèvent qui relèvent de quelque chose d'un peu différent, quoi, avec du coup une prise en main par la société civile sur ces espaces-là. Donc du coup des lieux différents. Des questions ? Oui, bonjour. Association ANEF qui s'intéresse plus au transport. J'ai apprécié le concept de réversibilité, de multitemporalité. Par rapport à tout ce que vous avez montré, l'exemple, j'ai l'impression que le périmètre a été maintenu, je dirais, entre le pont de Bellevue et peut-être juste l'aval de la Madeleine. Or, tout ne peut pas être fait, mais est-ce que par hasard vous avez en annexe un périmètre qui intègre une fonction de port urbain, puisque vous citez des exemples de Hambourg, etc., pour ramener la logistique urbaine avec donc nous on parle des nouveaux cargos à voile, des cargos à motorisation hybride, de fluviaux maritimes. La deuxième question, c'est que je n'ai pas très bien compris ce que... Justement, il y a l'image, là. Et je crois que c'est marqué fret, d'ailleurs, fret de Loire. Donc l'image, c'est celle que je cherchais. On l'a mis exprès. Hein. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un espace qui pourrait être, par exemple, un pont habité, avec une bretelle qui servirait de port urbain. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je l'ai dit. Et c'est exactement ça qu'on a voulu illustrer, parce qu'on avait une photo à un moment
où on voyait qu'il y avait une utilisation du pont par lui-même, qui pouvait être multifonction, habité, etc. Et qui, en fin de compte, avait à sa base des aménagements qui pouvaient être ce qu'on a appelé les hubs, et qui peuvent être du fret, qui peut être autre chose, qui peut être, voilà. On a regardé les études là, qui avaient été faites sur toutes les parties port, mais bon, on n'a pas tout développé non plus, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas un temps... C'était celle d'après. Ça a été un grand débat entre nous dès le début sur comment, qu'est-ce qu'on prend comme échelle. Et en fait, on a, je pense, sans trahir, on a essayé de rendre une échelle lisible, compréhensible par rapport au cas urbain, mais bien sûr, ce type de réflexion-là a une échelle beaucoup plus importante. Sur le fret, bien sûr, ça fonctionne avec Saint-Nazaire, mais même sur les déplacements avec tous les petits hubs uniquement pour les piétons, ça peut partir du Pèlerin. Après, il y a des études à mener par rapport à Londres, c'est très très étendu. Et il faut absolument que ça vienne attraper toutes les communes qui sont autour, pour qu'il y ait moins de voitures, pour qu'on puisse que ça devienne réellement attractif. Si c'est juste pour aller de la chambre de commerce pour aller à l'éléphant, c'est beaucoup trop court, quoi. Donc il y aura si jamais les aquabus pouvaient être développés, il y aura certainement différents types de lignes, comme on a en bus. C'est exactement l'introduction du départ sur la petite slide environnante, où on a voulu, pour essayer de vous raconter quelque chose d'intéressant, d'avoir des cartes bien trop grandes et des tout petits points, c'était pas très intéressant. C'est pour ça qu'on a zoomé, mais c'est pour ça qu'on a fait une introduction en parlant de cette grande pénétrante, et qui pour nous était une Loire. Je pense que Thierry peut compléter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on parlait tout à l'heure de pénétrante est-ouest, c'est de retrouver l'usage de circulation de la Loire, qui pose plein de problèmes techniques. Humblement, on ne les a pas abordés dans leur globalité. On n'est ni expert. On sent bien qu'il y a une potentialité, il y a capacité à le faire. Ça demande de la volonté, et c'est évident qu'il y avait besoin d'agrandir. On s'est concentré, comme ça a été redit, sur le centre, mais que l'intérêt, c'est effectivement d'aller couturer avec, on peut imaginer jusqu'à Saint-Nazaire, et de remonter après en amont. Mais ça pose des problèmes techniques qu'on n'a pas abordés, nous, au niveau du travail qu'on a pu faire dans le temps, une compétence, quoi. Oui, Yves Robin, Conseil de développement. Moi, je reviens aux aquabus dont vous venez d'évoquer le sujet, là. Moi, je l'avais proposé déjà dans les années 2000 à Nantes Métropole, et puis à la Sémitan et tout ça. Et donc, à l'époque, moi, j'imaginais ça partir donc du fameux ponton du palais de la région qui n'a jamais servi jusqu'à la gare maritime, avec des certes du CHU, des endroits d'une interconnexion et les lignes de tram qui étaient faisables, justement en tricotant comme ça. Puis ça n'a jamais eu d'écho, parce que le problème c'était la Loire, c'est sauvage, il y a les marais, il y avait ces obstacles-là qui ont fait que ma proposition n'est jamais ressortie, c'est resté à un stade de proposition. Alors c'est bien que peut-être que vous aurez plus de, plus d'impact, que ça sera élargi plutôt que ce soit un citoyen lambda qui ait fait la proposition. Donc voilà, mais alors le problème c'est que là il y a des projets autour de l'île de Nantes, mais on a dit souvent que l'île de Nantes elle était susceptible de voir l'eau déborder un jour avec les changements. Alors je ne sais pas comment vous pouvez prendre en compte tout ça dans vos projets, dans vos projections. Ouais. On a fait un projet à marée basse. Est-ce qu'il faut répondre ? On a pris comme option les projets à marée basse. Si on s'arrête là, faut tout de suite changer le projet du CHU, sinon... C'est pas le débat de ce soir. Bon, une autre question, là. Ah, un géographe, quand même. Oui. Oui, là, je trouve que votre étude est très diversifiée, très intéressante, mais c'est un peu le trop-plein. Parce que là, vous arrivez, si on additionne les différents éléments, les propositions, qui peuvent être individuellement intéressantes, vous bouchez complètement la Loire. Rien que
la plateforme Flao, ça pose problème quand on veut faire de l'animation sur le bras de la Madeleine, actuellement. Alors, deuxièmement, ce que je reprocherai un petit peu peut-être dans les présentations, autant sur l'occupation notamment des ponts, l'aspect verdoyant, il y a des choses très intéressantes. J'ai reconnu la famille du lieu, là. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses très passionnantes que vous avez présentées. Mais par contre, quand on nous compare avec les bâtiments à Miami ou à Londres, on est dans une autre échelle. Arrêtez un petit peu ce type de comparaison, parce que la Tamise, c'est un peu plus large. Les capitaux qu'il y a derrière ça. On n'est pas à Dubaï, on fera appel peut-être aux capitaux. C'est vrai que peut-être Vinci sera racheté à ce moment-là par Dubaï, je ne sais pas. Donc, effectivement, ça pose quand même un problème, surtout que j'ai vu que ce bâtiment était à la pointe de l'île. On ferraillera vraiment la grue grise une deuxième fois. Bon, donc c'est pour dire que c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pour la question des paquebots, il faudra commencer par demander au grand port de Nantes de draguer au large du quai Wilson. Ça, c'est un vrai problème. Là, voilà des débats. Sinon, les bateaux ne viendront pas. Et le bateau que vous avez présenté, c'est un bateau, évidemment, un des plus grands bateaux, où il y a 3000 ou 4000 ou 5000 passagers. Jamais il remontera la Loire. Mais je sais bien que c'est pour montrer l'importance des croisières. Et il y a quelque chose à faire, les croisières. Et Nantes n'est pas Bordeaux non plus. La Garonne, ce n'est pas la Loire. Donc, c'est simplement, moi je suis géographe, alors évidemment, je m'intéresse aux réalités aussi de cette Loire, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ceci étant, ça n'empêche pas d'avoir toute une série d'idées que vous avez présentées, dont certaines sont très, très intéressantes. Et on voit bien comment le transborder, là, ce pont-là, effectivement, peut être une idée intéressante parmi d'autres, mais celle-là, sans doute très intéressante. Voilà, c'est un certain nombre de remarques. Tout ce que vous dites est juste. C'est-à-dire, si je veux revenir sur l'histoire d'échelle pour Miami, effectivement, je ne l'ai peut-être pas assez précisé, je vous prie de m'en excuser, mais l'idée, c'était de voir le rapport d'échelle, justement, entre ce signal-là, dans un environnement extrêmement contraint, avec de multiples bâtiments, qui déjà avaient de forts gabarits eux-mêmes, quoi. Et l'idée à développer, c'était peut-être d'être plus modeste, évidemment, sur Nantes, mais l'idée qui était surtout développée dans notre proposition, c'était de créer un signal vers l'extérieur, avec une architecture qui soit suffisamment vibrante pour justement attirer. Et on n'aime pas les architectures de revue, hein, comme on dit. Hein, ça commence à passer un petit peu, sauf que finalement, aujourd'hui, il faut quand même être capable d'attirer les personnes. Sur les paquebots, l'activité générée, et puis excuse-moi, juste 2 secondes, parce que pour pas que je perde, sur les paquebots, l'activité générée, évidemment, je pense que vous avez raison également, encore une fois, si on drague pour ne générer aucune activité économique, ça n'a pas de sens, et effectivement, on n'aura pas les ressources pour le faire. Par contre, les exemples du Havre et de Bordeaux font peut-être un petit peu rêver, peut-être qu'on ne saura jamais arriver à ce niveau-là. Pour autant, il ne faut peut-être pas bouder ce qui, de notre point de vue, dans l'analyse de notre contexte, semblait à portée de main. Les quais sont existants, il faut peut-être les rénover. On a un vrai savoir-faire, le port autonome est là, des associations sont là pour défendre également l'histoire de Nantes et l'histoire du maritime à Nantes, et c'est très bien. Mais il faut en profiter justement pour le faire à l'équilibre, à l'échelle de Nantes. Voilà. Il y avait trois thèmes, hein, je crois, dans vos propos. Il y avait la pollution visuelle, l'argent et les fonds. Argent et fonds peuvent s'interpréter un petit peu différemment si on admet que les fonds c'est de l'argent ou les fonds c'est les fonds de la Loire. Sur la pollution visuelle, oui effectivement quand on fait un pont et puis qu'il est habité et qu'on met une superstructure dessus, ça peut être une pollution ou perçu comme une pollution visuelle. Si, un petit peu. Non, c'est pas sûr. C'est pas grave. Ce qu'on peut... j'ai mal entendu alors. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est par rapport à l'échelle ou à l'ampleur d'une ville comme Nantes. Quand vous nous parliez, qu'on compare effectivement, enfin, ce que vous avez montré, c'est Miami comparé par rapport à Nantes. Notre intention n'est pas du tout de comparer, mais on veut prendre des effets qui sont à peu près similaires. On prend la ville de Bilbao, qui a développé, Bilbao s'est développé beaucoup avec un élément, justement, un symbole architectural très fort et qui a complètement redynamisé d'un point de vue culturel la ville de Bilbao. Et Bilbao, c'est une petite ville qui est à l'échelle de Nantes. Voilà. Donc il
voilà, on peut prendre des exemples un peu extérieurs comme on veut. Voilà. On en avait pas mal d'exemples et à fin de compte, il fallait qu'on choisisse un élément qui puisse un peu provoquer justement une réaction comme la vôtre, quoi. Parce qu'on peut faire un petit signal de 2,50 m, mais ça va pas se voir, quoi. Bonsoir, Guylain Lagatinet, conseil de développement. Alors c'est toujours difficile de parler après le professeur Payon, ancien de l'Institut de géographie et d'aménagement. Donc voilà, c'est un peu revenir sur, c'est un peu une continuité de ce qu'il disait. La question elle est là, c'est comment passer de l'utopie mais du faisable, parce qu'effectivement là on n'est pas dans le farfelu, on est dans la prospective. Hein. Comment trouver un modèle économique qui va financer. Alors il y a des choses, moi aussi, qui m'ont plu, notamment la ligne, dans le tourisme c'est logique aussi, allant de Gralin, on peut la continuer d'ailleurs, puisqu'il y a Gérard Allard, au-delà, il y a Saint-Lupien, et puis terminer par un autre élément, aller du théâtre Gralin à Le Corbusier, enfin la Maison Radieuse, voilà un exemple à noter éventuellement. Et puis également on parlait des bâtiments, donc vous parliez du château, des machines, là aussi on peut peut-être, je sais pas, après faire une sorte de fourche au niveau de l'île Feydeau pour poursuivre justement avec l'esplanade de la Petite Hollande, tout ça. Donc là c'est assez facile puisqu'on est dans dans la mise en valeur de cet axe du cours Cambronne, de cette splendide rue Maurice Sibylle et de cette, on ne jugera pas l'art, mais cette place du commandant l'Herminier. Donc voilà, très bien. Et puis également, donc comment financer ? Je pensais à quelque chose au niveau du pont transborder qui là aussi peut-être, et sera, espérons, cet élément attractif qui pourra compter autant de touristes que les machines et le château, avec son point de vue, effectivement. Il y a des matériaux sur ce pont transborder, il y a du bois, il y a des matériaux nouveaux. Nous avons à Nantes-Saint-Nazaire cette IRT Jules Verne, donc justement ça peut être, et ça doit être une caisse de résonance, une lisibilité aussi pour cet institut des matériaux, et ça pourra après, dans la logique économique, attirer les investisseurs privés, les Airbus et autres qui pourront soutenir ce projet parce que les collectivités auront de plus en plus, on le sait, de mal à le soutenir financièrement. Donc voilà quelques petits éléments qui joignent et qui poursuivent ce qu'avait dit le professeur Payon. Voilà. En fin de compte, on n'a pas essayé de chercher à faire de modèle économique. On a essayé, c'est ce que je vous ai indiqué dans mon introduction, de participer à un débat. Ça, c'était vachement intéressant. Moi, j'avais donné un petit mot d'ordre qui était agitateur d'idées, sans qu'elle soit délirante. Il est sûr que si on additionne l'ensemble des coûts générés par tout ce qu'on vous propose, vous partez tous en courant, quoi. Mais peut-être que ces éléments-là, d'autant plus qu'ils sont sur l'eau, peuvent se faire au fur et à mesure, en fonction que la ville grandit, etc. L'intéressant pour nous, c'était de dire la Loire, elle a été oubliée, la Loire, elle peut être active, et la Loire, elle peut être un modèle économique. Elle peut ramener des effets. Quand on dit le Signal avec un truc très très grand, etc., machin, etc., il y a des villes qui avaient aucun touriste, et sans citer aucune ville, et qui, en faisant un élément fort dans leur ville, en dépensant énormément d'argent, ils ont multiplié la visibilité de leur ville, l'attractivité, le plaisir d'être à Nantes, etc. En bossant et en regardant un petit peu de nos présentations, j'ai été plutôt touché par une personne qui m'a dit mais quand on regarde votre présentation, on a envie de vivre à Nantes. Et ça, je trouvais que c'était plutôt sympa, quoi. Plutôt que de faire un exposé comptable qu'on aurait pu faire avec Timothée. Mais on s'était dit faut qu'on se lâche de notre métier et qu'on soit plutôt agitateur d'idées. Je me permettrais d'ajouter qu'on se rend compte également que les éléments forts, comme on parlait de Guggenheim tout à l'heure, mais également tous les ouvrages d'art, tous les ouvrages qui sortent de l'ordinaire, génèrent une véritable attractivité touristique. Il y a un tourisme des ouvrages d'art en France et ailleurs, et pourquoi pas l'exploiter, quoi. Jean-Pierre Branchereau, Conseil de développement.
Bon, d'abord, moi j'ai entendu beaucoup d'idées nouvelles, même si certaines reprennent des thèmes sur lesquels on a déjà eu des échanges. Hein. Je pense au pont transborder, cher à Yves Lenné par exemple, hein, et puis à d'autres. Donc moi franchement, ce soir, j'ai entendu beaucoup d'idées nouvelles, beaucoup d'idées intéressantes. Je m'interroge cependant sur l'absence du ferroviaire, dont on parle beaucoup, ici au Conseil de développement, avec l'étoile ferroviaire de Nantes, etc. Aucune de vos images ne mentionne le ferroviaire ou d'ailleurs d'autres moyens de transport. Alors, est-ce que le ferroviaire, pour vous, c'est ringard? C'est pas du tout ringard, mais on s'était dit qu'on avait du mal. À un moment, on avait même proposé de faire une autoroute sur le long de la Loire, quoi, en plus. Et on s'était dit que c'était un peu fou quand même. Donc le ferroviaire, c'est complémentaire, forcément, mais ça n'a pas été dans notre état d'esprit. Mais je crois que c'était plutôt, le ferroviaire, c'est aussi autre chose, mais pourquoi pas. Nous, ce qu'on a voulu vraiment mettre l'accent, c'est de dire que la loi peut être un support d'usage. Et donc, on a vraiment développé tout ce qui peut être de l'usage, logistique, etc., sur la Loire. Donc le ferroviaire, effectivement, on l'a laissé de côté, mais ce n'est pas pour autant qu'on le sous-estime, quoi. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que la Loire, il fallait qu'elle se réapproprie cette notion de connexion avec les réseaux. On n'a peut-être pas évoqué le nom de ferroviaire, mais enfin, bon, le nouveau projet de gare de Nantes, voilà, il est en connexion quasiment directe avec l'eau. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Notre propos n'était pas, nous, de dire, tiens, on va faire du développement du ferroviaire dans l'agglo. Enfin, c'était plutôt comment on se réappropriait la Loire, quoi, hein. Et c'est pas du tout incompatible avec le mode ferroviaire, bien sûr, quoi. Enfin, ils ne sont pas, hein, en tout cas, oui, dans ce qu'on a présenté. Oui, Bernard Fourage de l'association Nexus. Là, la question de monsieur, je rejoins monsieur Branchereau là, sur le ferroviaire. Et je voulais vous demander, franchement, quel est pour vous le devenir de l'artère ferroviaire existante entre Mangin, Nantes-État et le hangar à bananes? Parce que sur l'un de vos plans, on aperçoit une grande étendue verte qui semble remplacer cet axe ferroviaire. Et alors que cet axe ferroviaire, si vous voulez, c'est une opportunité de desserte exceptionnelle du port Wilson, du port des Antilles, du quai Wilson, du quai des Antilles et même du quai Saint-Louis au nord de la Loire. Oui, mais on a bien compris le sens de votre question, mais le petit problème, c'est que le débat, là, c'est le débat sur la Loire, quoi. Donc, si vous voulez, vous avez toute occasion de déposer, vous aussi, une contribution qui parle du ferroviaire. Nous, on ne peut pas tout embrasser. Les gens qui sont à côté de moi ont aussi un métier dans la journée et effectivement, ça ne sera pas facile de régler tous vos problèmes. Oui. On a essayé d'inventer un passage est-ouest. On peut aussi imaginer tout bêtement une gare en amont et une gare en aval, quoi, hein. Donc, c'est pas là le débat, hein. Aujourd'hui, là, on vous a parlé de ce qu'on pouvait essayer de tirer de la Loire, quoi, hein. Je crois que c'est tout, hein. Il faut nous excuser pour le reste, hein, mais je crois que c'est votre boulot. Apparemment, l'artère ferroviaire a disparu. Et donc là, il y a un véritable débat parce que ce port de Nantes, vous pouvez le mettre à 1h45 de Paris-Montparnasse par le ferroviaire et à 10 minutes de l'aéroport. Voilà, c'est juste un passage comme ça en disant que le ferroviaire n'est pas à négliger du tout dans vos conceptions, à mon avis, pour la vie de Nexus. Voilà, Brigitte, est-ce qu'on a une autre question ? Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Vous faites des propositions en ce qui concerne les ponts, mais vous ne parlez pas du tout du dessous des ponts. Alors, sous les ponts, est-ce que ce n'est pas un espace quand même qui, finalement, peut présenter de l'intérêt? Alors, peut-être pas pour l'habitabilité, encore que, effectivement, on sait bien qu'il y a des gens qui ont vécu sous les ponts, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer à moindre frais des passerelles légères qui, effectivement, sur les ponts, en fonction des caractéristiques techniques des ponts, mais qui permettraient non seulement d'être abrités, mais ça pourrait être, comme vous le disiez, je reprends un support de sociabilité en fonction de son dimensionnement, et donc, après tout, pourquoi pas envisager, ou du moins ajouter en quelque sorte des propositions à ce niveau-là. Et puis, j'avais une deuxième
une deuxième suggestion à faire, ça concernait le pont transborder. Le pont transborder me paraît alors un très bon exemple de ce qui pourrait être une sorte de crowdfunding, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un financement participatif. Ça serait un projet de la population. Il existe, moi je connais la ville de Lausanne en particulier, où en fait on a financé une tour comme ça, où les gens individuellement ont financé les marches, ont financé chaque rempart du parapet, etc. Donc on peut imaginer, évidemment on ne va pas couvrir la totalité du projet, mais à la fois pour la participation des habitants et l'attractivité du projet, après tout, c'est une idée qui mériterait peut-être d'être creusée. Je vais répondre sur la première partie de la question. Vous avez raison, on avait des images de travail sous les ponts, d'aménagement d'une partie de sous les ponts, d'extension de ponts, d'épaississement de parties de ponts. On avait trop d'images avec plein de choses. Et effectivement, sur les ponts, on peut faire, ou sous les ponts ou à côté, on peut faire des extensions, on peut en redécouper des bouts, on peut s'accrocher dessous ou construire dessus. Il y a énormément de choses possibles suivant les projets et les programmes. Donc là, on a essayé de juste donner quelques images pour faire rêver. Et il y a énormément de manières d'intervenir où, comme sur cette image, là, c'est carrément le doublement, quoi. Et après, tout ça, c'est des problématiques de programme. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et combien on a de sous pour réaliser ça? Et pour la deuxième partie de votre question, oui. Bonsoir, Yves Lenné, Conseil du développement, pardon. Je pense qu'il faut saluer la démarche de ce soir, énormément. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis un lecteur, je me suis spécialisé, parce qu'il y a tellement de choses à lire, dans ce qui s'appelle, dans le débat, les cahiers d'acteurs. Il y en a 52, je pense, à cette date. Et ces cahiers d'acteurs du débat sur la Loire sont réalisés majoritairement par des associations. Or, quand on essaye de les lire et de les organiser par thème, que ce soit l'urbanisme ou l'architecture ou les franchissements, tout ce que vous voulez, les transports maritimes, bon, je passe, on s'aperçoit que l'urbanisme et l'architecture, justement, sont les parents pauvres de cette revue, et cela signale une pauvreté, une indigence, je dirais même, de vision de cette ville. Pourquoi? Parce que ces associations, elles ont le nez dans le guidon. Hein. Elles travaillent, elles font justement du concret, qui est peut-être reproché ici de ne pas être assez présent, mais vous apportez, même si elle est maladroite dans certains domaines, enfin, et non aboutie, vous apportez une vision, et il faut multiplier ces visions-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. On peut peut-être arrêter là, alors, à ce moment-là. Bois un coup, c'est ça? S'il n'y a pas d'autres questions, oui, on va s'arrêter. Pour la faisabilité, j'ai passé la soirée à côté d'Olivier Château, donc il a tout noté. Il m'a dit, je vois Johanna Roland la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Il y a encore une question. Bonjour, Jean-François Houzeau, Conseil de développement. Vous n'avez pas signalé les croisières fluviales qui, si j'ai bien retenu ce qui a été dit, devraient commencer dès l'année prochaine. On a juste évoqué que la Loire pouvait servir effectivement du côté touristique, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un rythme plus touristique, c'est-à-dire d'avoir des étapes plus rapprochées et puis liées, on va dire, à des sites parfaitement intéressants le long de la Loire, et qu'après il y avait un rythme qui était plus du transport, on va dire, urbain, et que ça pouvait être deux réseaux différents, et pas forcément d'ailleurs avec les mêmes types de bateaux probablement, et puis avec voilà, un rythme et puis des étapes différentes. On est tout à fait d'accord que la Loire elle est multiple dans cet usage-là.
Très bien, donc s'il n'y a plus de questions cette fois, on va clore. Gérard Bourgoin tout à l'heure a précisé les expertises de chacun des membres. Il n'a pas précisé la sienne, qui est celle des travaux publics, mais aussi celle du Muscadet. Et donc je pense qu'il y en a un petit peu à boire en sortant.